tous et à chacun. Les prix des produits de première nécessité ont décuplé dans nos différents marchés. Les travailleurs se plaignent des conditions de travail dans les différentes administrations. En un mot, les citoyens vivent mal cette morosité et cette cherté de la vie que l'on note ces dernières semaines, ces dernières années au Bénin. Qu'est-ce qui explique le phénomène? Que comprendre? La question sera posée à deux citoyens, à deux invités, que dis-je. Kassa Mampo, le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Bonjour, Agé. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Face à vous, Serge Defodji, jeune acteur politique. Bonjour, Serge. Bonjour, monsieur le journaliste. Je démarre par le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs qui, avant vous, SG Kassa Mampo, on a vu déjà vos pairs marcher récemment. Votre confédération se propose de leur emboîter le pas dans, je dirais, 72 heures, vendredi prochain, pour dénoncer cette cherté de la vie, cette morosité ambiante. Mais vivez-vous de la même manière cette cherté, cette morosité que dénoncent les citoyens ordinaires? Merci, monsieur le journaliste, de me donner l'occasion de me prononcer sur ce que vous appelez cherté de la vie, c'est la faim. En réalité, ils n'avaient pas marché, ils ont fait un meeting à la Bourse du Travail. Effectivement, vous aurez pu vous en en tenir là. aussi un meeting à la Bourse du Travail et certainement il y aura d'autres choses qui vont suivre. Encore. Il y aura des sit-ins et des marches, peut-être parce que en fait, tant que les problèmes ne sont pas résolus, Vous poursuivez la lutte. La situation est assez sérieuse. La vie est chère. Les produits de première nécessité coûtent cher. Je ne vais pas vous rappeler ici le prix du riz, du maïs, tout ça que vous connaissez, de l'huile. Et ce qui dépend directement du gouvernement, l'électricité, l'eau, tout ça, coûte aussi cher. Ça fait que le citoyen a faim. Et quand on dit le citoyen, c'est et le travailleur salarié du public, du privé, du secteur informel, et la femme du marché, l'artisan. Tout le monde se plaint et tout le monde a faim. Vous voulez dire toutes les couches de la société? Toutes les couches, sauf les privilégiés de la société qui occupent des positions politiques. Il n'y en a plus de nos jours, hein, les Il privilégiés. y en a qui occupent des positions politiques. Vous savez que dès l'avènement de ce régime, les gens ont amélioré sérieusement les salaires politiques. Ah oui. Les ministres, les préfets, les chargés de mission, eux, ils ne gagnent pas ce que le fonctionnaire ordinaire gagne. De la même Et manière, puis les conditions de la façon même manière, générale. leurs primes ont été supprimés. Non, quelle prime? De toute façon, générale, le citoyen souffre. Le citoyen a faim. Le citoyen se plaint. Les jeunes se retrouvent sans emploi. Les travailleurs, vous voyez, c'est dans ces conditions où ils sont, où ils ont faim, où ils n'ont pas le salaire en adéquation avec le coût de vie, où ils n'ont pas les bonnes conditions de travail. C'est dans ça qu'on fixe les taxes, qu'on augmente des taxes, on crée des impôts. Ça fait que tout le monde, que cela soit le travailleur salarié, travailleur non salarié, la femme du marché, comment on appelle, les jeunes, qui sont d'ailleurs pour la plupart sans emploi, tout le monde se plaint du coût de vie, tout le monde crie. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, non seulement il y a cette affaire de faim qui est là, mais les conditions de vie même dans le pays, les questions de privation de liberté. Parce qu'en réalité, ce qui fait que nous voulons organiser le meeting,
c'est non seulement la faim qui est généralisée et face à laquelle nous voyons que le gouvernement ne fait rien contre, sinon qu'il prend des mesures qui ne font qu'aggraver et généraliser la faim. Mais c'est que la question de privation des libertés, le fait que même au plan politique, les gens aient restreint les libertés avec donc le pouvoir de la rupture, où aujourd'hui au plan politique, on n'autorise que quelques partis politiques à participer à la vie politique, ce qui amène ça a amené la crise politique. Ça a amené beaucoup de problèmes aujourd'hui. Restons dans cette petite parenthèse que vous avez ouverte. Oui. Mais il n'y a jamais eu un texte de loi au Bénin qui interdit ou supprime, qui ait supprimé tel ou tel parti. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a juste eu un cadre légal défini. Et toutes les formations politiques qui ont rempli les conditions, qui s'inscrivent dans ce cadre légal, se sont vues valider, homologuer le parti. Qui définit les conditions? C'est qui définit les conditions? C'est le pouvoir qui est en place, qui a défini les conditions, qui a exclu les autres, même les partis politiques qui existaient avant son avènement, qui ont œuvré pour l'avènement. Vous imaginez aujourd'hui qu'on dise au Bénin que le PCB n'existe pas comme parti politique? Qui a défini les conditions? C'est tout ça. Je veux dire que c'est tout ça qui a amené la crise. Vous voyez, beaucoup de gens en prison au plan politique, des syndicalistes en prison. Tout le monde se plaint. Et c'est ces conséquences sociales. Parce qu'au plan social... La plupart des cadres privés de liberté ont des comptes à rendre à la justice. Quel compte à rendre? Laurent Métain à quel compte à rendre à la trésorerie? Laurent Métain à quel compte à rendre à la justice? On va rester dans ce cadre. Donc, c'est pour vous dire... On pourra vous inviter encore une autre fois pour aborder le chapitre politique, rassurez-vous. Oui, non, je vais vous dire les raisons pour lesquelles... Je vais conclure pour dire que, en réalité, ces conséquences politiques, le fait qu'on ait exclu certains, il y a un mécontentement, il y a emprisonnement, il y a exil, il y a famine. Et aujourd'hui, le dernier élément qui arrive, qui vient s'ajouter à la misère du peuple, c'est l'insécurité. Aujourd'hui, on parle du djihadisme. Et ça aussi, c'est djihadistes. Et ça aussi, vous voulez dire que c'est du ressort du gouvernement aussi? Mais je ne sais pas, ce djihadisme-là provient d'où? On dit que c'est les djihadistes et des gens viennent s'installer et ils ont choisi le nord du pays, les régions de l'Atakora et autres, là où il y a l'or pour s'installer. Pourquoi c'est là que les gens sont installés? Vous connaissez l'histoire du Mali? Mais vous suivez l'actualité dans la sous-région quand même. Mais oui, mais au Mali. Vous suivez l'actualité au Sahel. Au Mali, bien sûr. Au Sahel. D'accord, on s'intéresse à tout ça. On va permettre à Serge Defodi d'apprécier aussi la situation économique, que dis-je, la morosité et la cherté de la vie au Bénin. Serge. Oui, monsieur le journaliste, merci pour l'opportunité que vous me donnez de partager ce plateau avec mon aîné, mon papa, que j'admire énormément. Et il faut d'entrée dire que la situation est unanime. La situation est unanime de sorte que tout le monde, personne ne peut dire qu'il n'y a pas la charité ou bien que lui ne constate pas la charité de la vie au Bénin. Mais je parlais de l'unanime pour dire que ce n'est pas propre au Bénin. C'est un cas général, c'est un problème d'ordre mondial. Ah oui. Oui, qui a des causes bien précises et bien connues. Et donc, pour moi, il faudra analyser la situation sur les faits, les données que nous avons à disposition. Lorsqu'il y a un problème, la question qu'on devrait se poser, c'est comment on est arrivé là? Et qui sont ceux-là qui sont les responsables? Mais tout de suite, on se crée un bouc émissaire qu'on cherche par tous les moyens peut-être à vilipender, ne va pas en réalité régler le problème de charité de vie. Pour moi, je pense que faire les marches et autres ne vont pas amener le gouvernement à prendre une solution miraculeuse pour pallier à tout ce que mon cher père vient d'énumérer, qui sont d'ailleurs en tout cas, certains points sont indubitablement vrais. Donc, pour moi, par exemple, le problème de charité de vie
se situe au niveau de l'offre et de la demande. Il est prouvé que lorsque la demande est plus forte que l'offre, alors là, les prix généralement flambent. Mais lorsque l'offre dépasse... La population béninoise n'a pas doublé d'hier à aujourd'hui. Non, pas du tout. J'en viens, je vais vous expliquer. C'est pour dire que la qualité de la vie est liée à ce problème d'offre et de demande. D'offre et de demande, pourquoi? Aujourd'hui, il y a eu, à cause de coronavirus et aussi le changement climatique, il y a moins de production dans le monde entier. Parce que je l'ai notifié tantôt, vous allez en Côte d'Ivoire, le problème est beaucoup plus criard, malgré tout ce qu'ils ont comme ressources et tout. Le problème aussi existe en France. Donc ce n'est pas que le Bénin. Le Bénin fait partie du monde et le monde est frappé par une pandémie qu'on appelle le coronavirus. C'est-à-dire qu'il y a eu confinement où les gens n'ont pas produit comme cela se doit. Or, chaque jour, on doit consommer. Donc c'est ça qui fait que l'offre, même il faut dire que le Bénin, il y a un an, l'effectif ou bien la population béninoise, il y a un an, la démographie aussi a évolué. Donc il y a plus de demandes que l'offre. Et lorsque ça se passe comme ça, c'est que systématiquement, il y a les prix qui flambent. Donc c'est ce qui explique la qualité de vie. À côté de ça, on peut parler aussi de ce comportement alarmiste que les gens ont. Certes, il y a eu des tasses et autres, mais est-ce que, par exemple, le vendeur du coco frais... Des tasses que les Béninois ne connaissaient pas hier. Est-ce que le vendeur du coco frais, comment on appelle, le coco frais a été tassé? Mais vous auriez constaté que le coco frais qu'on achetait à 50 francs, 100 francs aussi a pris de façon vertigineuse de prix. Donc, parce que l'argument est là. Il faut dire que les gens aussi sont un peu alarmistes. Et lorsqu'on se retrouve dans des problèmes du genre, des problèmes communs, des problèmes, encore des problèmes qui n'ont pas des auteurs, qui n'ont pas été engendrés par certaines personnes, il faudra réfléchir ensemble. Il faudra mener une réflexion collective pour sortir de crise. Sinon, moi je pense que le gouvernement du président Patrice Talon ne pourra nullement venir nous présenter une solution miraculeuse. C'est grâce à nos efforts, grâce à notre conscience que nous allons travailler à remonter la pente. Quels efforts même si au gouvernement, on peut dire, on peut demander ces citoyens qui croupissent déjà sous le poids des taxes, des ennuis et autres. Oui, des taxes et des ennuis. Nous pouvons dire que les taxes et en même temps la qualité de vie qui est une situation généralisée. Lorsque ces deux choses-là se rencontrent là, on peut demander au gouvernement de prendre des mesures comme quoi, par exemple, subventionner les produits de première nécessité, les maïs, le riz et autres, des choses de première nécessité. On peut demander au gouvernement de subventionner, de mettre en place une politique pour pouvoir subventionner cela. Donc, mais ça reste une demande parce que le gouvernement n'ira pas au-delà de sa capacité. Parce qu'il n'y a pas une sorte bien l'argent là, tranquille, qui ne fait rien dans la caisse de l'État. Si tel était le cas, je suis sûr qu'on aurait déjà eu des infrastructures aux normes internationales. Donc, ils vont faire à la mesure de leurs moyens. Mais dans le même temps, nous devons travailler. C'est-à-dire les partenaires sociaux vont aussi travailler, sensibiliser les gens pour que tout le monde puisse se vacciner, de sorte qu'on puisse oublier le coronavirus d'ici quelques temps et commencer par travailler comme cela se doit afin de remonter la pente, afin de corriger ce problème général. Azeka Kassamapho, la situation est-elle plus alarmante aujourd'hui qu'hier? Mais ce que mon jeune vient de dire est très grave. Ce qui s'est passé au Bénin, d'abord avec l'arrivée du régime du président Patrice Talon, il est venu fermer des sociétés dans ses réformes. Réformer? Il a fermé des sociétés. Sonapra, comment on appelle, Onaza, les sociétés, y compris même les sociétés de stabilisation, c'est-à-dire les sociétés de sécurité qui étaient là pour que lorsqu'il y a famine, qu'on puisse utiliser les produits, les sociétés qui achetaient les produits, les gardaient, pour que lorsqu'il y a famine,
on puisse revendre ces produits moins chers. À moindre coût. Toutes ces sociétés ont été supprimées et au détriment des populations, à l'avantage du privé proche de lui. Et tous ceux-là qui travaillent dans ces sociétés ce sont des propos de syndicalistes. Se sont retrouvés au chômage. Et ça, ils ont poursuivi la fermeture des sociétés jusqu'à aujourd'hui. Son accord, tout ça, c'est fermé. Tous ceux qui travaillaient là sont à la maison. Ils sont allés grossir l'armée donc des misérables, des affamés. Vous n'êtes pas sans savoir que la construction d'une nation moderne nécessite la destruction de certaines reliques du passé. Oui, et que toute réforme comporte une dose de mélancolie. Oui, je viens. Alors, pour avoir détruit toutes ces sociétés-là, pour permettre à quelques privilégiés de jouir du terrain, parce que ces sociétés ont laissé place à quelques sociétés privées privilégiées. Et aujourd'hui, les conditions de vie telles qu'elles sont décrites, telles qu'elles sont faites, s'aggravent. Les taxes dont il parle, il dit qu'on n'a pas taxé l'eau de coco. Mais l'eau de coco, d'abord, s'il va parcourir le code des impôts, l'eau de coco est taxée maintenant. Parce que même tout ce que le vendeur amène au marché est taxé. Oui. Et celle qui vend l'eau de coco a besoin d'électricité, elle a besoin d'eau. Donc non seulement l'eau de coco est taxée, mais tout est taxé. Les impôts tels que définis aujourd'hui ne permettent plus à personne de vivre. Et dans ces conditions, lorsque vous parlez des conditions de vie générales... Tout ceci vise à renflouer les caisses de l'État, vise à renforcer la trésorerie, quitte à nous on fournir va les renforcer les infrastructures. caisses de l'État. Non seulement on a radié, on a fermé des sociétés, on a radié des travailleurs. Vous voyez par exemple les enseignants, 305 enseignants radiés, des policiers qui pour des petites choses, 27 policiers radiés. Et aujourd'hui... Vous appelez les fautes lourdes, non, de aucune petites, faute. petites On choses. dit que pourquoi le policier allait prendre l'argent pour aller acheter le carburant au bord de la rue au lieu d'aller à la station, alors que dans la zone où le policier travaillait, il n'y avait pas une station d'essence. Il faut respecter les procédures. Donc c'est des choses comme ça qui ont permis de radier des gens. Au point où aujourd'hui, la misère s'est accrue. Ces anciens policiers, ces anciens gendarmes, ces anciens enseignants, et les femmes de marché qui ont été déguerpies du bord des routes, les artisans, les ouvriers, tout le monde se plaint du régime actuel et quelques privilégiés ont des sociétés. Aujourd'hui même, le BTP, vous ne pouvez plus avoir de marché, les sociétés ont disparu, les petits commerçants sont écrasés par les taxes. Vous dites oui, les taxes, d'accord, mais lorsque les taxes écrasent la population, les gens deviennent quoi? Ça fait beaucoup de gens qui se suicident. Vous n'entendez pas, il y a eu des suicides dans le pays. Ça veut dire que la situation est grave. Et c'est dans ça que l'affaire d'insécurité arrive. Il y a déjà des morts. Je suis chef des travailleurs. Je m'intéresse à cette question-là. Il y a des morts, des militaires, des hommes en armes sont morts, des rangers sont morts dans le parc là-bas. Dans quelles conditions? D'abord, ils travaillent dans quelles conditions? Est-ce qu'on a mis des conditions à leur disposition? Et d'où viennent ces djihadistes-là qui... C'est comme ça que ça a commencé au Mali, petitement. Et finalement, on dit, la France est intervenue, l'ONU est intervenue, et 10 ans après, on n'a pas pu régler les problèmes. Et au Bénin, on dit encore, la France intervient, on va au pays de l'or, on va dans des zones. Est-ce que ces djihadistes véritablement sont des djihadistes? Qu'est-ce qu'ils cherchent au Bénin? Est-ce que c'est les éléphants qui veulent tuer? Alors que la population béninoise telle qu'elle est constituée, il n'y a pas véritablement d'opposition au niveau nord-sud. Il y a symbiose, il y a tout le monde vit en paix. Donc, il faut qu'on cherche à savoir d'où est-ce qu'ils viennent et pouvoir se rendre compte que ceux qui quittent le Mali, sur la demande des Maliens, veulent venir s'installer au Niger et peut-être au Bénin parce qu'on apprend, alors que de tout le temps, les Béninois n'ont pas voulu d'une base militaire au Bénin. Parce que c'est le pays de Biongera, de Béhanzin, de Kaba. Le pays de Béhanzin,
Nous ne vivons Le pas. pays de ceux qui se Vous sont savez que battus. nous ne vivons pas en autarcie, nous appartenons à un ensemble Donc, le pays de ceux qui se sous-régional sont et battus pour international. leur autonomie. Alors, nous ne voulons pas que ce soit ce pays-là aujourd'hui, que Kaba, que Béhanzin, Kaba, Bioguera et autres nous reprochent de n'avoir pas préservé leur territoire. Donc, il nous faut. Je suis chef des travailleurs. Je me préoccupe de la sécurité de tous les travailleurs. Je veux bien que tous les travailleurs se sentent en sécurité. C'est vrai. Et il faut qu'on cherche les conditions de sécurité des travailleurs. Et ça fait partie des dénonciations que nous allons faire au meeting du vendredi prochain où je demande que les gens viennent très tôt, dès 7 heures. Et vous avez suivi Il quand faut même. que les travailleurs, les transporteurs, les émigrants, les gros transporteurs qui aujourd'hui sont écrasés par les taxes de pont, péage, pesage. Aujourd'hui, il y a des transporteurs qui ont garé. Il faut qu'ils viennent manifester leur ras-le-bol. Les enseignants, AME, aujourd'hui, plus de 20 000 enseignants sont appelés aspirants. Ils manifestent leur mécontentement, on les radie. Ce n'est pas possible alors que c'est eux qui constituent l'avenir de notre pays. Il faut que tout cela se présente au meeting. Les émigrants mécontents, les femmes de marché mécontentes, tout cela n'ont qu'à venir exprimer leur ras-le-bol le vendredi prochain à 7 h à la bourse du travail. La jeunesse qui est sans emploi, Oui. les étudiants qui sont là sans bourse, sans secours, tout cela, même les journalistes, vous qui êtes là, vous n'avez même pas la liberté de parler. Tous les journalistes, pour la plupart maintenant, plus personne m'invite. Avant, on m'invitait tout le temps pour les émissions. Mais vous êtes invité maintenant. C'est rare. Non, mais C'est vous êtes rare invité. qu'on m'invite parce que tous les journalistes ont peur. Peur de quoi? Nous nous sommes battus. Mais dans Eden ce vous pays. reçoit maintenant. Monsieur le journaliste. Mais Eden vous reçoit Moi, maintenant. je fais partie de ceux qui se sont battus dans ce pays pour qu'il y ait démocratie. Moi, j'ai fait 5 ans de prison à Segbana. Je l'ai dit au président Patrice Talon une fois. Pour qu'il y ait liberté, pour qu'il y ait démocratie. Mais Ça lui a permis, lui, d'être président. vous êtes Mais sur, lui, vous êtes sur un plateau il d'une devient télévision maintenant. président. Mais c'est l'expression Et d'une demande liberté. à tout le monde de se taire. Mais c'est l'expression de la liberté au Non, Bénin. il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Et Peut-être il qu'il y a faut que pas- les travailleurs viennent s'exprimer. Peut-être qu'il n'y a pas encore le capital de liberté que vous, Il n'y a pas de vous liberté. voulez. Les questions, même les lois scélérates, les lois qui empêchent le droit de grève, les lois qui disent qu'on peut embaucher, débaucher quand on veut, comme on veut. Là où tu es là, tu n'es pas en sécurité. Ton patron peut t'embaucher au nom des nouvelles lois et te débaucher comme il veut. Ça fait que les travailleurs sont frileux. Même pas de liberté. On a créé un institut de femmes. Est-ce que les femmes sont libres? Avec la loi sur embauche et débauchage, on peut embaucher une femme et la débaucher si elle refuse le droit de cuissage. Donc, il Non. faut que Non, les femmes, vas-y. les jeunes, tous soient à partir de 7 h Mm. le vendredi prochain à la bourse du travail pour exprimer Mais- leur ras-le-bol. Mais Voilà l'expression un peu de ce ras-le-bol résoudra-t-elle vraiment le problème? C'est là la grosse question. Mais- Ce meeting, tout ce que vous aurez, toute la plateforme revendicative que vous aurez à dérouler ce jour-là, est-ce cela la solution? Mais c'est ça la solution. Il faut que déjà Mais les gens n'est-ce pas mieux s'expriment d'aller et que le gouvernement les écoute. Il faut que vous savez pas, il n'y a pas. Les gens ont dit bon, ils ont fait ça, ils demandent le dialogue social. Il n'y a pas de dialogue social au Bénin. Mais il y a la négociation. Justement, il y a un dialogue social et il y a les négociations gouvernement-syndicat. Non, il n'y a pas de négociation depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de négociation. Je suis le premier porte-parole des travailleurs. J'ai participé souvent au simulacre de négociation. On a parlé de revalorisation du point initial jusqu'à aujourd'hui. Le SMIC, si on n'augmente pas le salaire du privé, du public, Mais c'est en cours. si on ne maintenant. crée pas C'est- les conditions, C'est acté. jusqu'à quand? C'est quand les gens vont mourir qu'on va augmenter les salaires. Non, mais c'est acté. Et vous Donc, le savez. il faut que les travailleurs, il faut que les Béninois sachent d'abord qu'ils doivent se lever pour se faire entendre. Il faut se faire entendre. Même dans votre maison, si votre femme se tait, elle est brimée. Si votre enfant Mais là, déjà, il peut être brimé. vous vous faites entendre. Il faut se lever pour se C'est- faire entendre. c'est- Et je crois que si on se fait entendre, ça va permettre que les gouvernants soient obligés de nous écouter et de régler les problèmes tels que ça puisse aider le pays à être en paix. On ne peut être en paix que si tout le monde se sent satisfait. Oui, mais vous savez qu'on peut parler du matin au soir, ça se fait attendre. Ça se fait entendre. Par qui? Comme on peut parler 1 heure ou 30 minutes et se fait entendre. Là est la question, là est la nuance, Sergi.
On peut faire on peut battre le macadam de l'Étoile Rouge jusqu'à Akbakba, on peut tout faire sans se faire entendre. Pourquoi ne pas se faire entendre? Si on parle, on doit se faire. Le chef de l'État, le gouvernement, parce qu'il y a le cadre a légal. le devoir. Le cadre légal provient du cadre légitime. Il y a le dialogue Tout social. citoyen doit être écouté. Il n'y a pas de dialogue social, je dis, au Bénin. Il parlait de vaccination contre Covid. Vous n'avez pas entendu qu'en Angleterre, il n'y a même plus de vaccination, il n'y a même plus à chose là. Oui. Parce que les pays où... Oui, parce que la couverture vaccinale est très avancée dans ces pays. Mais vous n'avez pas entendu que la reine d'Angleterre a eu encore le Covid? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le truc de passe vaccinal qu'on a imposé dans les pays africains, notamment au Bénin, c'est arbitraire. C'est des fois, vous piafez d'impatience de vous prononcer. Combien le Covid au Bénin pour qu'on demande que tout le monde soit vacciné au Bénin? Oui, je voulais intervenir par rapport aux arguments de mon cher papa. Comme je le disais tantôt, le débat ici, c'est de parler de la cherté de vie. Et pour cela, il y a des initiatives en perspective. Il y a des choses qui amènent la cherté de la vie. Il y a les causes, causes profondes. Il faut pouvoir s'attaquer aux causes premières avant d'arriver à la cherté. Je pense que le débat va un peu dans tous les sens où mon papa aborde le sujet, il y a beaucoup de sujets qui rentrent dedans. Mais moi, j'aimerais rester carré par rapport à ce pourquoi on est là, le débat sur la cherté de la vie. Et par rapport à cela, moi, j'aurais souhaité que dans l'intervention de l'EG, qu'il puisse faire des propositions concrètes, par exemple, pouvant aider à sortir de cette crise, si on peut l'appeler ainsi. La situation, je l'ai dit tantôt, tout le monde, de façon unanime, nous savons que les choses sont plus chères, les produits sont chers au Bénin. Le chef de l'État lui-même a reconnu cela à l'occasion de son discours traditionnel à l'orée de Nouvel An. Et il avait dit, oui, je reconnais que la vie est chère. Mais c'est grâce à la volonté commune, c'est grâce à la... Mais pas qu'au Bénin, parce que ce n'est pas qu'au Bénin, je l'ai souligné tout à l'heure. C'est un problème mondial. Mais lorsqu'un problème mondial arrive, on ne va pas attendre comment on appelle, la réponse, la solution venir d'ailleurs. Nous-mêmes devons réfléchir à comment nous pouvons nous sortir de cette crise-là. Donc le problème c'est là. Et donc l'EG aurait mieux fait de faire des propositions concrètes. Parce que dans le même temps où on veut exiger au gouvernement... Peut-être que l'EG réserve les propositions... J'aimerais revenir encore là-dessus pour le 25. Pour dire, quoi qu'on dise, on peut marcher, vous m'excusez, entre griffes, comme l'a dit l'ancien président. On peut marcher d'ici pour Malanville. Si entre-temps, il n'y avait pas la possibilité pour le gouvernement de régler le problème, ils ne pourront jamais le faire, quoi qu'en soit la situation. Et n'importe qui, on peut faire revenir, même si un syndicaliste venait au pouvoir, même si un syndicaliste venait au pouvoir, il ne pourra pas le faire. Il ne fera pas le miracle. Il ne pourra qu'agir avec les moyens de bord. Et moyens de bord, par exemple, le gouvernement, notre pays est un pays complètement fiscal. Et on se plaint aujourd'hui, et j'estime aussi que d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas totalement faux. J'estime que, oui, certaines tasses sont entre griffes un peu de trop. On peut avoir l'honnêteté de le dire. Mais sans ces choses-là, sans ces tasses, est-ce que l'État peut arriver à régler le problème? Et donc, dans le même temps où nous voulons solution, on veut aussi supprimer des choses qui peuvent aider l'État à corriger le problème. Et c'est ça le véritable problème. C'est là, moi, je trouve que nous voulons quelque chose et en même temps son contraire. C'est-à-dire, donc vous pensez que les syndicalistes ont une posture antithétique? Carrément. Parce que moi, j'aurais voulu que nous proposions des solutions. Parce que, je l'ai dit, c'est nous tous qui allons trouver solution à ça. Qu'on laisse de côté, par exemple, la situation, par exemple, de... oui, permettez-moi de finir. La situation, par exemple, du Nord, la situation sécuritaire. La situation sécuritaire. Ça, par exemple, je ne sais pas si c'est parce qu'on cherche encore de boucs émissaires et on trouve certainement que celui qui est derrière ou ceux qui sont derrière, c'est encore les gens du pouvoir ou pas. Je ne sais pas ce que les gens veulent insinuer. Mais nous sommes en train de parler d'une situation. Oui, j'ai dit, je ne sais pas ce qu'il veut insinuer de façon exacte.
Mais lorsqu'il y a des situations pareilles, on aurait voulu que les gens de leur acabit, de leur trempe, des gens qui ont tellement d'expérience, qui ont tellement de choses et qui continuent à servir aussi leur population, puissent dire, écoutez, pour régler ce problème-là, nous proposons ci, nous proposons ça. Et c'est lorsque ils proposent et les gens n'expérimentent pas, ils ne font rien, et la situation perdue, qu'on peut enclencher des procédures de forcing d'une manière ou d'une autre. Mais de là, moi je pense que marcher le vendredi ne va pas régler le problème de charité de vie, de la famille, de la fête. Je vais faire quelques propositions. D'abord, lorsque vous dites qu'il y a crise partout, il y a crise dans le monde entier, il y a crise en France, il y a crise au Bénin, mais la crise ne se présente pas de la même manière. C'est une question de contexte. La France vit des produits du Bénin. Le coton produit au Bénin ne sert pas au Bénin, il sert à la France. Il servirait au Bénin s'il était transformé au Bénin. Il allait créer la main-d'œuvre, il va créer une plus-value qui permettra d'être valorisée. Ça fait quoi? Ça fait que nous au Bénin, nous dépendons toujours de l'Occident, nous dépendons de la France, et la France ne veut justement pas que nous puissions produire ici, être indépendants pour pouvoir vaincre la misère. Aujourd'hui, là, Coteb qui est fermé, qui vient d'être revendu à autre, là, s'il y avait des industries textiles au Bénin pour transformer le coton, s'il y avait, on a développé donc la transformation du bois chez nous et ainsi de suite. Vous allez voir que, vous dites que nous sommes une économie fiscale. Pour qu'on ne soit pas une économie fiscale, il faut bien qu'on puisse transformer des choses. Mais tel que nous sommes soumis à la France, qui nous impose son franc, qui nous impose sa langue, et qui vient nous imposer sa base militaire. Et c'est là où on verra le comportement. Vous n'avez pas les preuves. Si le pouvoir est d'accord que la France vienne se baser ici pour les djihadistes, ça veut dire qu'il aura été complice du fait que les Français veulent rester ici pour voir l'uranium quitter le Niger, circuler jusqu'à la mer, pour voir l'or quitter Perma, Lumu, pour circuler jusqu'à la mer. Vous le voyez, la solution, vous le voyez l'actualité nous les Béninois, sous cet angle. Ce sont les Béninois qui peuvent... Non, c'est des propositions. Ce sont des Béninois qui peuvent assurer la sécurité. Si les Français veulent nous aider, ils n'ont qu'à nous envoyer les moyens pour que nous puissions affronter les djihadistes. Mais ils n'ont pas venu à rester à Tangueta, à venir rester à Lumu, là où il y a les lingots d'or pour dire qu'ils veulent faire la sécurité. Et il faut que notre État dise non, que nous ne voulons pas qu'une nouvelle base française, les gens avaient quitté Dakar pour venir à Cotonou, pour pouvoir attaquer Béhanzin. Ils veulent, et pour aller attaquer aussi Kaba. Ils vont quitter encore Dakar pour venir rester à Cotonou, ou rester à Porga, ou rester quelque part. Non, évidemment c'est parce que je suis averti. Je fais partie de ceux qui se sont battus pour la démocratie. Je connais l'histoire du pays et c'est en tant que tel que je fais des propositions concrètes pour permettre effectivement que nous puissions non seulement être en sécurité, parce que vous êtes jeunes, vous devez travailler pour que le pays soit à l'aise. Vous devez savoir que vos frères et sœurs qui sont à Porga, qui travaillent à Malanville, doivent être à l'aise. Et il faut que merci SG. Voilà. Mais jusque-là, nous n'avons aucune preuve de la volonté des contingents, enfin je dirais européens, de piller telle ou telle ressource on ne dit jamais combien piller. Maintenant, vous savez que le gouvernement béninois est libre. Le Mali, vous avez suivi le Mali? Le gouvernement béninois est libre de solliciter l'expertise de quelque pays que ce soit. Aucune expertise. Les Maliens, vous avez vu l'exemple des Maliens, non? Le Mali a donné l'exemple de patriotisme, de défense des intérêts de la patrie. Et en se rebellant contre j'invite les travailleurs, les jeunes Béninois, les Béninois et le gouvernement béninois à suivre l'exemple du Mali pour que véritablement notre pays soit protégé. Le 25, vendredi 25 à 7 heures, les travailleurs sont conviés à rallier la Bourse du Travail, encore que la grosse question, est-ce que cela va vraiment résoudre le problème
là est la grande question, vous le savez, SG. Mais c'est en se retrouvant et en échangeant qu'on trouve des solutions au problème. Chacun n'ira pas pleurnicher chez lui. En se retrouvant, en échangeant, le pouvoir va certainement le gouvernement va nous écouter, toutes les composantes vont nous écouter, et ensemble, nous allons trouver des solutions pour notre pays. Au fond, lorsque on voit un peu l'actualité, bien les prises de position, par exemple, des opposants, je ne vais pas, pour dire que les syndicalistes sont des opposants, mais je veux dire les opposants. Parfois, on dit que l'opposition aujourd'hui est faite de sorte pour penser tout mal du gouvernement. L'opposition pense pratiquement tout mal du gouvernement, pendant que le gouvernement s'échine à penser tout bien de ces populations. Autrement, le gouvernement travaille au quotidien pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Et en tant que tel, il faudra qu'à travers les initiatives comme l'initiative de vendredi qui vient, il faudra qu'on fasse des bonnes propositions, des propositions concrètes. Merci. Et pour que chaque citoyen Donc, puisse avoir... Je suis devenu opposant. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit. Mal du gouvernement. Dit comment il faut faire merci, pour Serge. que le coton J'ai juste signifié... Merci, Serge. Non, pas du tout. Merci, Serge. SG, 30 secondes pour finir. Donc, j'invite, je vous remercie de m'avoir invité, j'invite les travailleurs, la jeunesse, les femmes, les artisans, tout le monde, les transporteurs, les étudiants et autres, à sortir massivement le vendredi prochain, être là à 7 h pour que dès 9 h au plus qu'on ait terminé le meeting pour que chacun aille vaquer à cette affaire. Cela est nécessaire. Si on ne se retrouve pas pour échanger, le gouvernement ne va pas savoir qu'au Bénin, en réalité, tous les citoyens s'intéressent à la vie du pays. Il faut pouvoir le montrer. Ça ne sera pas le seul meeting. Il y a eu d'autres meetings. Il y aura celui-là. Il y aura certainement d'autres meetings. Et même à l'intérieur du pays, dans tous les départements, je conseille que les travailleurs se retrouvent en meeting pour échanger et discuter. SG Kassamampo, à chacun son rôle dans la République. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir fait le déplacement. Vous nous reprochez tout à l'heure de ne souvent pas vous inviter. Rendez-vous aussi disponible, SG, même quand vous n'avez pas de meeting à faire, pour aborder certains sujets d'actualité avec nous. Merci beaucoup. Alors, on va recevoir juste après vous l'envoyé, bien évidemment, le responsable de Canal Plus Bénin pour nous faire une très bonne proposition, faire une très bonne proposition à sa clientèle béninoise. Voilà ça. Merci. Excellente journée à tous à vous.